Ma femme veut divorcer pour prendre mon argent, et ma fille l'aide, mais maintenant elles n'ont plus rien à cause de leur cupidité. J'ai 46 ans et je suis marié à ma femme, Liana, 40 ans, depuis 20 ans. Nous avons une fille ensemble, Marie, qui a 19 ans et vient tout juste de commencer l'université. J'ai toujours été fier de travailler dur pour offrir une vie confortable à ma famille. Nous n'avons jamais eu à nous inquiéter de payer les factures, de manquer d'argent ou de ne pas savoir d'où viendrait notre prochain repas. Dans l'ensemble, je gagne plutôt bien ma vie et j'ai ce que certains considéreraient comme une petite fortune répartie dans divers investissements. Il y a assez d'argent pour que nous vivions une vie luxueuse si nous le souhaitions, mais j'ai toujours cru à la responsabilité financière. C'est comme ça que j'ai bâti cette richesse. Je ne cherche pas à me vanter. Ce que je veux dire, c'est que même si nous n'avons jamais eu de problème d'argent, cela ne veut pas dire que je suis radin. Je suis simplement raisonnable avec l'argent, mais je comprends aussi l'importance de se faire plaisir de temps en temps. Ma femme est restée mère au foyer pendant toute l'enfance de Marie, et notre fille a pu intégrer l'université de ses rêves sans avoir à se soucier des prêts étudiants. Toutes les deux conduisaient la voiture de leurs rêves, dans une certaine mesure. Je n'allais pas acheter une Lamborghini à qui que ce soit, mais ma femme adorait sa Range Rover, et ma fille était ravie de sa BMW série 3. Personnellement, j'adore les vacances, et nous partions chaque année pour un beau voyage en famille. Quand nous nous sommes mariés, je gagnais déjà bien ma vie. J'avais un bon emploi et peu de responsabilités, alors j'ai investi la majeure partie de mes revenus disponibles dans divers projets. Ce n'est pas quelque chose dont je parlais beaucoup en fréquentant quelqu'un, alors les femmes pensaient souvent que je gagnais un salaire correct et que j'aimais faire plaisir de temps en temps. Cela a conduit à plus d'une mauvaise expérience, où des femmes matérialistes me quittaient en réalisant que je n'étais pas du genre à dépenser sans compter. Ma femme semblait différente des autres, ou du moins je le croyais. Elle ne m'avait jamais donné l'impression d'être intéressée par mon argent. À une époque, alors que j'avais presque atteint le million en économie et investissement, je l'ai emmenée à notre premier rendez-vous dans un petit café, pas pour la tester, simplement parce que j'adorais leur café, je l'aime toujours autant, et elle n'a pas bronché. Elle a même proposé de partager l'addition, ce que j'ai refusé. C'est à ce moment-là que j'ai cru avoir trouvé cette femme rare qui voulait autre chose que l'argent dans une relation, et j'ai tout de suite voulu la revoir. Quelque temps plus tard, nous nous sommes mariés et avons eu une fille. Tout semblait aller bien pendant la majeure partie de notre mariage, du moins, c'est ce que je pensais. Nous avions une vie confortable et une fille magnifique et intelligente. Je pense que le premier domino à faire tomber notre mariage a été lorsque Liana a découvert à quel point j'étais réellement riche. Je ne sais toujours pas comment elle l'a su, mais ses goûts ont changé peu de temps après. Tout à coup, elle a commencé à exiger des choses beaucoup plus extravagantes. Elle voulait des vêtements de créateurs et des bijoux coûteux. Nos simples voyages en famille ne suffisaient plus, elle voulait maintenant voyager en première classe dans des hôtels 5 étoiles. Au début, j'ai essayé de lui faire plaisir dans la mesure du possible, mais j'ai rapidement compris qu'elle n'avait aucune limite lorsqu'il s'agissait de dépenser l'argent que j'avais mis plus de la moitié de ma vie à bâtir. Un soir, j'ai demandé à Liana de s'asseoir pour avoir une conversation honnête sur ses nouvelles habitudes coûteuses. Je lui ai expliqué que, même si nous avions largement assez d'argent, nous devions rester responsables. J'ai souligné que c'est précisément cette discipline financière qui m'avait permis de construire cette richesse. Je lui ai dit que je ne voulais pas dilapider nos économies dans des choses futiles alors que nous pouvions sécuriser un meilleur avenir pour nous deux et pour notre couple. Je savais qu'elle ne serait pas ravie, mais je ne m'attendais pas à sa réaction. Liana a explosé. Elle a commencé par me traiter de radin et de contrôlant, m'accusant de faire de la rétention d'argent comme forme d'abus financier. Puis elle s'est plainte que j'étais plus riche que quiconque qu'elle connaissait, mais que nous vivions comme des pauvres. J'ai mentionné les belles voitures qu'elle et notre fille conduisaient, et les vacances annuelles, mais elle a haussé les épaules en disant que c'était rien comparé à la vie qu'on devrait mener. Et je ne suis pas la seule à penser ça, Marie est d'accord avec moi, a-t-elle ajouté. Mentionner Marie m'a pris de court. J'avais cru que cette obsession pour les dépenses ne concernait que Liana, mais apparemment, elle avait empoisonné notre fille aussi. Marie ne me parlait plus beaucoup ces derniers temps, et j'avais mis ça sur le compte de son départ à l'université. Mais maintenant, je commençais à croire qu'elle était peut-être fâchée contre moi parce que je ne dépensais pas l'argent comme elle le voulait. Dans mon esprit, Marie était encore ma petite fille, et j'avais tout fait pour qu'elle comprenne la valeur de chaque euro gagné. Bien sûr, j'ai payé ses études et lui ai offert une voiture de luxe, mais c'était juste pour lui faire plaisir. Dès qu'elle a été assez grande, je l'ai encouragée à faire des petits boulots d'été. Je lui ai appris à investir ce qu'elle gagnait et à dépenser avec intelligence. J'aurais pu lui donner cet argent directement, mais je voulais la préparer à l'avenir. C'était horrible de découvrir que peut-être, aucune de ces leçons n'avait été retenue. Après cette conversation, les choses ont commencé à se dégrader entre Liana et moi. Il y avait aussi des tensions avec ma fille. Elle m'appelait moins souvent, et quand elle le faisait, c'était pour demander de l'argent,
pour des voyages ou du shopping entre amis. Quand j'ai essayé de lui expliquer les mêmes principes de responsabilité financière que j'avais partagés avec sa mère, elle m'a répondu « Ouais, maman m'a dit que c'était juste ton excuse ». Le mot « excuse » m'a profondément blessé. Je ne voulais pas répéter la dispute que j'avais eue avec sa mère, mais n'est-ce pas le rôle d'un parent de guider son enfant dans la bonne direction? J'ai essayé de lui dire que ce n'était pas une excuse, que c'était grâce à ça que j'avais bâti cette richesse qu'elle voulait que je gaspille sans compter. Mais elle ne m'a pas écouté. Elle a continué, en disant qu'elle avait des amis dont les familles étaient bien moins riches que la nôtre, et pourtant elle vivait mieux. Nous devrions vivre comme des célébrités, comme les Kardashians. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais de la part de Marie. Je pensais l'avoir élevée avec suffisamment d'estime d'elle-même pour ne pas céder à la pression sociale, mais je n'aurais jamais imaginé que cette pression viendrait de sa propre mère. Au final, j'étais le seul responsable de nos finances, donc on ne dépenserait ni plus ni moins que ce que je décidais. Malgré tout, il y avait eu un changement majeur dans notre dynamique familiale. Ma femme et ma fille semblaient me mépriser de ne pas céder à leurs exigences financières, mais elles n'avaient aucun problème à dépenser l'argent que je leur donnais. C'est ironique, non? Je pense que j'étais dans le déni pendant un certain temps après ça. J'ai essayé de sauver ce que je pouvais de notre relation, même si ma femme et moi commencions à avoir des désaccords fondamentaux sur le budget et les finances. Mais je me suis convaincu que ça irait, puisque de toute façon elle n'avait pas accès à la majorité de mes fonds. Puis la réalité m'a rattrapé sous la forme d'une notification sur son téléphone, un jour. Nous étions assis ensemble quand un son de notification particulier s'est fait entendre sur son portable. J'ai essayé de jeter un coup d'œil à son écran, mais elle l'a incliné pour que je ne puisse pas voir. J'ai trouvé ça suspect, alors je lui ai demandé ce que c'était. Elle m'a dit que c'était une notification de paramètres et a refusé d'en dire plus. Cet incident est resté dans mon esprit pendant un moment, alors j'ai décidé de vérifier son téléphone pour savoir ce qu'elle cachait. Cela m'a pris quelques jours, mais j'ai finalement réussi à mettre la main sur son téléphone. J'ai vérifié ses applications et découvert qu'elle s'était créé un profil sur une application de rencontre. Ce n'était pas quelque chose comme Tinder, mais l'une de ces plateformes exclusives destinées aux hommes riches. C'est à ce moment-là que j'ai compris que notre relation était terminée, et j'ai ressenti des émotions partagées. J'étais triste et trahi, mais aussi un peu soulagé, comme si notre relation, déjà à l'agonie, venait enfin d'être libérée. J'avais peur de consulter ses messages sur l'application. Je savais déjà que notre relation était finie, mais cela ne signifiait pas que je voulais voir la preuve qu'elle s'offrait à d'autres hommes. Je ne crois pas que l'ignorance soit une bénédiction, alors j'ai vérifié l'application. J'ai remarqué que sa bio était remplie de demi-vérités. Elle affirmait être habituée à un style de vie haut de gamme et cherchait un homme capable de la gâter comme elle le méritait. Curieusement, elle avait omis de mentionner qu'elle était mariée et avait une fille. Je n'ai pas trouvé de preuve qu'elle avait couché avec un de ces hommes, mais elle avait échangé des messages avec quelques-uns. Peu importait. Le simple fait qu'elle soit sur une application de rencontre était déjà une trahison à mes yeux. Elle m'avait trompé. Le pire, c'est que sa bio affirmait qu'elle venait de sortir d'une relation avec un homme riche qui ne la traitait pas comme elle le méritait. Elle avait donc déjà déclaré notre mariage mort. Tout espoir de réconciliation s'était effondré. Je devais la confronter. Je n'allais pas vivre dans le mensonge, alors je devais savoir où nous en étions. Je suis allé droit vers elle et je lui ai demandé pourquoi elle était sur une application de rencontre. Elle a commencé à bafouiller et a dit qu'elle était juste curieuse, qu'elle n'avait rencontré personne. Normalement, je suis quelqu'un de patient, mais découvrir que ma femme n'était pas celle que je croyais m'avait rendu irritable. Je lui ai crié d'arrêter de me mentir, que j'avais lu ses messages. Sa voix tremblait comme si elle allait pleurer, et je l'ai coupée en lui disant de garder ses larmes. Sa voix continuait de trembler, et elle a dit qu'elle cherchait juste une distraction, qu'elle ne vivait pas le style de vie qu'elle méritait à cause de moi. Elle a insisté sur le fait qu'elle ne faisait que parler avec ces hommes. C'est tout. Nous avons eu une vive dispute à ce sujet, où elle répétait qu'elle ne m'avait pas trompé, et je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Je suis allé faire un tour en voiture pour me vider l'esprit. J'ai réalisé que je devais parler à Marie pour savoir ce que sa mère lui avait dit. Il semblait qu'elle partageait tout désormais. Peut-être dirait-elle quelque chose qui confirmerait les propos de sa mère, ou bien qu'elle comptait me quitter et que notre relation était condamnée. J'ai décidé d'aller la voir le lendemain. Je détestais impliquer ma fille dans un problème entre sa mère et moi, mais je devais tirer ça au clair. Je suis allé à l'université de Marie et je l'ai visitée dans son dortoir. Elle n'avait pas l'air ravie de me voir, et je lui ai demandé si elle savait que sa mère était sur une application de rencontre pour hommes riches. Elle n'a même pas essayé de nier, tu peux la blâmer? À quoi ça sert d'être avec un homme riche s'il nous traite comme si on était pauvres, a-t-elle dit. Je ne vais pas mentir, entendre ma petite fille me parler comme ça m'a brisé le cœur. Tu ne connaîtras jamais la douleur d'entendre ta propre fille te parler de cette façon. Non seulement elle savait ce que faisait sa mère, mais en plus elle l'approuvait. Alors,
Tu trouves ça normal que ta mère me trahisse, qu'elle cherche un homme pour lui offrir quoi, au juste, ai-je demandé. Marie avait juste l'air agacée et a dit que sa mère voulait un homme prêt à lui offrir le style de vie que, soi-disant, j'aurais dû leur offrir. Elle disait que j'avais de l'argent, mais que je n'étais pas prêt à leur offrir ce style de vie, et qu'elle méritait toutes les deux mieux. J'étais extrêmement déçu de découvrir que j'avais élevé une fille qui pensait qu'une telle justification pouvait légitimer une infidélité. Liana avait empoisonné l'esprit de ma fille, et ça m'a mis hors de moi. J'en avais marre d'avoir la même conversation encore et encore. J'ai essayé une dernière fois de lui faire comprendre que j'avais toujours subvenu à leurs besoins, avec quelques luxes raisonnables. Ce n'est pas suffisant. Tu as $1 million, et on vit comme des gens de la classe moyenne, a-t-elle dit. Puis elle m'a expliqué à quel point c'était embarrassant pour elle que ses amis aient accès à des choses luxueuses pendant qu'elle devait me supplier pour de l'argent. Ce n'est pas comme si elle te quittait maintenant, elle garde juste ses options ouvertes. Si elle pensait que ça allait me rassurer, elle se trompait. Il n'y avait plus grand-chose à dire après ça. Elle continuait d'essayer de se justifier, mais je me suis levé et je suis parti. Je suis rentré chez moi complètement brisé. Cette nuit-là, ma femme et ma fille m'ont semblé être deux parfaites étrangères. Les paroles de Marie résonnaient dans ma tête. Sa mère ne me l'avait pas dit directement, mais il semblait évident qu'elles avaient discuté ensemble de la possibilité qu'elles divorcent pour récupérer la moitié de ce que je possédais. Elles étaient prêtes à tout pour mon argent, au point que Liana était prête à jeter à la poubelle 20 ans de mariage. Je n'allais pas me laisser berner. Si le divorce était inévitable, alors je devais prendre les devants. Un ami à moi avait vécu quelque chose de similaire il y a quelques années et m'avait recommandé l'avocat qui l'avait aidé à se protéger. Je ne peux pas dire exactement ce que nous faisons en ce moment, mais nous serons prêts. Mise à jour 1. Je sais que ça fait un moment depuis que j'ai partagé mon histoire. En regardant la date de mon premier post, ça fait plus de 3 ans. Beaucoup de choses ont changé depuis. Comme je l'ai dit plus tôt, le divorce était la seule option. Malheureusement pour moi, j'étais assez naïf quand je me suis marié. Les contrats prénuptiaux n'étaient pas si courants à l'époque, donc je ne savais même pas comment me protéger. Et même si j'y avais pensé, je ne l'aurais probablement pas fait, car j'étais convaincu que ma femme était différente. Elle n'était pas matérialiste comme les autres, quelle blague. Une chose était certaine, je n'allais pas laisser cette femme partir avec la moitié de mes biens dans un divorce. J'avais passé 20 ans à exercer une discipline financière rigoureuse pour bâtir un bon patrimoine, afin de nous assurer une retraite confortable et de laisser un bon héritage à ma fille. Maintenant, ma femme et ma fille voulaient tout prendre pour mener une vie à la Kardashian ou comme d'autres célébrités superficielles qu'elles idolâtraient. Je préférais tout brûler plutôt que de les laisser en profiter. Elle voulait $1 million de moi, je ferais en sorte qu'elle n'en voie même pas $1 million au total. Je voulais protéger autant de mon patrimoine que possible. L'avocat de mon ami, spécialisé dans la protection des biens des hommes fortunés, m'a aidé à faire de même. Nous avons commencé immédiatement. Heureusement, une grande partie de mon patrimoine venait d'investissements judicieux réalisés avant le mariage, donc cela était intouchable. J'avais encore de nombreux biens acquis pendant le mariage, et c'est là-dessus que nous nous sommes concentrés. Il m'a rappelé que cacher des actifs pendant un divorce est illégal, mais qu'il existe des moyens de les rendre plus difficiles à localiser. Le seul inconvénient, c'est que pour que cela fonctionne, il fallait du temps. Ça ne me dérangeait pas, elles n'étaient pas les seules à pouvoir jouer sur la durée. Pendant près de 2 ans, mon avocat et moi avons déplacé la majorité de mes actifs. Je ne vais pas entrer dans les détails de ce que nous avons fait, car c'est, au mieux, juridiquement gris, et je ne suis pas à l'aise d'en dire plus. Juste écrire cette mise à jour me donne l'impression de faire une confession qui pourrait être utilisée contre moi. Ce que je peux dire, c'est que cela a impliqué des manœuvres financières intelligentes, en grande partie au-delà de ma compréhension, des comptes offshore, de la crypto stable, et des investissements discrets. Je simplifie beaucoup, mais tu comprends l'idée. Il y a eu énormément de travail en coulisses pour que cela tienne face à un examen juridique. Mais je devais la garder dans l'illusion. Je ne pouvais pas la laisser lancer une procédure de divorce avant d'avoir sécurisé mes biens, alors j'ai fait semblant de lui avoir pardonné. J'ai même commencé à dépenser un peu plus pour elle. Mais je savais que ça ne suffirait pas, alors j'ai utilisé sa cupidité contre elle. Pendant un dîner, j'ai parlé négligemment d'un investissement que j'attendais. J'ai mentionné que je pourrais gagner quelques millions de dollars lorsqu'il arriverait à terme, et j'ai vu les signes du dollar dans ses yeux. Si elle attendait que ce « deal » se réalise avant de divorcer, la moitié pourrait lui revenir. Bien sûr, cet investissement était totalement fictif. Sa cupidité était si forte qu'elle n'a même pas cherché à savoir ce qui pourrait me rapporter autant d'argent d'un seul coup. Ça m'arrangeait, car elle a commencé à poser des questions tout en essayant de ne pas paraître trop intéressée. Je lui donnais des réponses vagues pour entretenir son intérêt, en disant toujours que c'était pour bientôt. Patiente, elle attendait son immense gain, qui n'existait pas. Pendant ce temps,
je continuais de déplacer des actifs vers des comptes offshore et des portefeuilles crypto. Finalement, mon avocat et moi avons estimé que nous avions suffisamment protégé mes biens. Plus important encore, j'étais satisfait de ce qu'il restait. Un simple aperçu de mes actifs donnait l'impression que j'étais juste modérément prospère. Si mon ex obtenait la moitié de ce qu'il restait, je m'en sortirais. Ce n'était pas la fortune qu'elle attendait, et je conserverais la majorité de mon patrimoine. Alors je lui ai dit, l'air triste, que l'investissement avait échoué. Elle l'a très mal pris, et 2 mois plus tard, elle m'a remis les papiers du divorce. Tout ce que j'ai dit, c'est, si c'est ce que tu veux, très bien. Je ne pouvais pas faire semblant d'être blessé. Nous avions tous les deux décroché de cette relation depuis des années, elle était restée uniquement pour le confort financier, et moi, je m'étais préparé au divorce. Le processus de divorce a été brutal. Elle n'avait pas beaucoup économisé en prévision, alors elle a engagé un avocat médiocre. De mon côté, mon avocat était spécialisé dans ce genre de dossier, et nous nous étions préparés depuis longtemps. Quand il a été temps de diviser les biens et que ma situation financière a été révélée, le regard de choc sur le visage de mon ex-femme et de ma fille valait à lui seul tout le reste. Je me suis contenté de hausser les épaules quand elles m'ont regardé. Au final, elle est repartie avec une somme correcte et quelques paiements de soutien, mais rien d'exagéré. J'aurais préféré ne pas donner un seul centime à cette chercheuse d'or, mais je pouvais vivre avec ça. Ce n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan par rapport à ce qu'elle avait essayé de me soutirer. Mon ex et ma fille étaient furieuses. Un jour, Liana est venue chez moi en exigeant de me parler. J'ai remarqué qu'elle était très bien habillée. Je ne suis pas un expert en marque de luxe, mais elle portait un pantalon et un sac à main couvert de logos, qui devaient coûter cher. Je vois que vous vivez déjà la grande vie, ai-je dit. Liana n'a pas trouvé ça drôle. Elle a crié que je lui avais volé ce qui lui revenait de droit. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire, et elle a affirmé que la moitié de tout ce que j'avais construit lui appartenait. Cette femme osait prétendre qu'elle m'avait aidé à bâtir des millions pendant notre mariage, et elle comptait bien les dépenser desquelles a réalisé que je m'en sortais mieux que la plupart des gens. Tout l'argent que j'ai gagné, je l'ai fait malgré elle, pas grâce à elle. Je lui ai simplement répondu que mes documents financiers avaient été exposés pendant le divorce, et qu'elle avait reçu sa part équitable de tout ce que je possédais. Plus tard, un ami m'a dit que Liana avait des problèmes financiers. Elle avait brûlé l'argent très rapidement. Elle n'a jamais vraiment appris à gérer ses finances et s'est endettée au-delà de ce qu'elle pouvait rembourser. J'ai entendu dire par Marie que Liana s'était remise à fréquenter des hommes assez vite, mais aucune de ces relations n'a duré. Marie et moi avons recommencé à parler, mais maintenant c'est moi qui suis distant. Je ne sais pas si elle veut réellement se reconnecter avec son père ou si elle cherche encore de l'argent, et cela me rend méfiant. C'est ma fille, je l'aimerai toujours, quoi qu'il arrive, mais je suis encore blessé et pas prêt à lui pardonner totalement. Peut-être qu'un jour elle pourra réparer les dégâts causés par Liana, et qu'on pourra revenir à la normale. En attendant, je ne lui donnerai pas un centime. Mise à jour 2. Certains d'entre vous m'ont demandé si j'avais eu des contacts récents avec mon ex-femme et ma fille, surtout concernant ma relation avec ma fille. Aujourd'hui, je veux clarifier tout ce qui s'est passé au cours de l'année écoulée depuis ma dernière mise à jour, et j'espère que cela répondra à toutes vos questions. Pour commencer, beaucoup se sont demandé pourquoi Liana n'avait pas reçu de pension alimentaire, étant donné qu'elle ne travaillait pas pendant notre mariage. Dans la plupart des cas, un juge aurait ordonné que je lui verse une somme mensuelle pendant un certain temps. Eh bien, la vérité, c'est qu'au lieu de paiement mensuel, Liana a choisi de recevoir tout l'argent en une seule fois pendant le processus de divorce. Elle pensait que ce serait mieux, probablement en espérant toucher l'argent rapidement pour en profiter tout de suite, sans restriction. J'imagine qu'elle pensait pouvoir le faire durer, ou qu'elle trouverait un moyen d'en obtenir davantage plus tard. Le plus surprenant, bien que pas tant que ça avec le recul, c'est à quelle vitesse elle a tout dépensé. Même si ce n'était pas le montant qu'elle espérait, c'était une somme considérable, et pourtant elle n'a pas tenu plus de quelques mois. Liana n'a jamais appris à gérer son argent, et tout au long de notre mariage, elle le considérait simplement comme quelque chose à dépenser, sans penser à l'avenir. Elle n'a rien investi, rien épargné, elle a juste tout gaspillé en luxe pour se sentir mieux, vêtements de créateur, sac à main, voyages coûteux. Bien sûr, quand l'argent a disparu, elle est revenue me voir pour m'accuser de ne pas lui en avoir donné assez. Elle a dit que j'aurais dû être plus généreux, et que maintenant qu'elle n'avait plus rien, je devrais l'aider encore. Je lui ai simplement répondu qu'elle n'était plus ma femme, et donc, plus mon problème. La dernière chose que j'ai entendue à son sujet, c'est qu'elle a enfin trouvé un emploi. D'après ce qu'on m'a dit, ce n'est pas un poste qui lui permet de maintenir le train de vie auquel elle aspirait. En fait, je doute qu'elle puisse encore s'offrir des vêtements de luxe. Il paraît même qu'elle a vendu certaines de ses affaires. Il y a eu une période où elle était au chômage, juste après avoir dilapidé tout l'argent du divorce. J'imagine que cela l'a au moins forcée à affronter la réalité,
elle doit maintenant gagner sa vie comme tout le monde. S'il y a bien une chose positive dans tout cela, c'est que peut-être maintenant elle comprend combien il est difficile de gagner de l'argent, et pourquoi j'ai toujours refusé de le gaspiller pour des futilités. C'est peut-être la plus grande leçon que Liana apprendra dans sa vie, même si, malheureusement, elle arrive trop tard. Elle a toujours été obsédée par le luxe et les apparences, et maintenant qu'elle n'a plus accès à ma richesse, elle découvre à quel point sa vie était vide lorsqu'elle ne reposait que sur des choses matérielles. J'ai aussi entendu dire qu'elle n'avait pas de chance en amour, ce qui ne m'étonne pas. Les hommes riches ne s'intéressent pas à une femme dont le seul centre d'intérêt est leur fortune. Et sans l'attrait superficiel qu'elle avait autrefois, elle a dû affronter la réalité d'une vie normale. Quant à ma fille, c'est sans doute la partie la plus douloureuse de toute cette histoire. La première chose que je dois dire, c'est qu'elle n'est plus incluse dans mon testament. Cela n'a pas été une décision facile, mais après un an à attendre qu'elle fasse le moindre effort pour réparer notre relation, j'en suis venu à la conclusion que, comme sa mère, elle me voit uniquement comme une source d'argent. Le peu de contact que nous avons eu semblait superficiel, et j'ai eu l'impression qu'elle ne me parlait que parce que sa mère avait rapidement brûlé tout l'argent, et Marie savait que j'en avais encore beaucoup. Malheureusement, je ne peux pas faire confiance à ses intentions. Depuis un an, ma relation avec ma fille est distante. Je n'ai vu aucun signe de remords pour la façon dont elle m'a traité pendant le divorce, ni aucune tentative sincère de se reconnecter sur des bases authentiques. J'ai dû accepter que ma fille a été profondément influencée par sa mère et sa cupidité, et que toute réconciliation devra venir d'actes sincères, pas d'intérêts financiers. C'est pourquoi j'ai demandé à mon avocat de la retirer de mon héritage. J'ai décidé que, le moment venu, tout mon argent sera donné à des associations caritatives et autres causes importantes, s'il en reste. Ma fille ne recevra pas un centime. J'ai même arrêté de payer ses frais de scolarité, je pense qu'elle aussi doit apprendre la valeur de l'argent. Avoir trop de temps libre, parce qu'elle n'a pas besoin de travailler pour financer ses études, ne l'a aidé qu'à réfléchir à comment dépenser mon argent. Je sais qu'elle n'est pas heureuse, et cela rend la réconciliation encore plus difficile, mais je n'avais pas d'autre choix. Et si elle décide de ne plus jamais me parler à cause de cela, ainsi soit-il. D'ailleurs, elle a aussi dû vendre cette belle BMW série 3 qu'elle aimait tant, maintenant que plus personne ne la finance. Quant à moi, je travaille encore et je ne suis pas tout à fait prêt à prendre ma retraite, même si j'y pense pour les prochaines années. Heureusement, je n'ai pas besoin de travailler par nécessité, je le fais parce que cela me donne un but et une structure au quotidien. Il y a quelque chose de très satisfaisant à travailler parce qu'on en a envie, et non pas parce qu'on en a besoin pour survivre. Quand je déciderai de prendre ma retraite, tout sera en ordre pour la suite de ma vie, et cela me procure une grande paix intérieure. Je sais que certaines personnes dans les commentaires m'ont dit que je devrais dépenser davantage, qu'il ne servait à rien de continuer à économiser et de « vivre comme un pauvre », entre guillemets. Mais ces mots sont une déformation de ce que j'ai vécu avec mon ex-femme. Nous avons toujours vécu confortablement, classe moyenne supérieure, mais aux yeux de mon ex, cela ressemblait à la pauvreté. Elle n'a jamais compris le concept de modération ni la valeur de la sécurité financière. Et maintenant, en voyant comment elle a fini, je me sens plus que justifié dans ma manière de gérer l'argent. J'espère que cela répond à toutes vos questions sur mon histoire.